Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, on s'interroge sur ce phénomène des couteaux chez les ados. Une surveillante est morte poignardée par un élève âgé de 14 ans. Ça s'est passé aujourd'hui à l'entrée d'un collège de Nogent. Alors pourquoi de plus en plus d'ados portent-ils des armes blanches et surtout comment les en dissuader ? On débattra avec nos invités des différentes pistes évoquées par François Bayrou cet après-midi. Dans l'actualité également, ce nouveau cri d'alerte des ONG sur la situation humanitaire à Gaza. Le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, sera notre invité. Son ONG dispose encore d'une centaine de personnes sur place. On verra dans quelles conditions il travaille. Et puis on s'intéressera à ce voilier humanitaire qui a été arraisonné par l'armée israélienne. Enfin, la question qui fâche ce soir, faut-il supprimer ou réduire le crédit d'impôt pour les nounous, les femmes de ménage ou tout autre emploi à domicile? Vous verrez que c'est un sujet qui divise la classe politique. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Ça vous regarde. Il y a eu Mathis, Elias, Benoît, derrière cette litanie de prénoms des vies d'ados fauchés. Cette fois, c'est une adulte qui a été victime d'une agression à l'arme blanche, Mélanie, surveillante au collège Françoise Dolto de Nogent dans la Haute-Marne. Elle a été poignardée ce matin devant l'entrée de l'établissement. Alors pourquoi de plus en plus d'ados vont à l'école armés de couteaux et comment répondre à ce phénomène? Pour en débattre, nous sommes ce soir avec Valérie Bazin-Malgras. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du groupe de la droite républicaine, élue de l'Aube. Christophe Marion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République du Loir-et-Cher et vous avez interpellé le gouvernement à ce sujet cet après-midi à l'Assemblée. Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité Police. Enfin, Benjamin Amar, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée et responsable de la CGT dans le Val-de-Marne. Mais d'abord, pour commencer, le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Clément. Ce matin, une surveillante de collège est donc décédée. Oui, Clément, morte après avoir été poignardée par un adolescent de 14 ans à l'entrée du collège Françoise Dolto en Haute-Marne, alors qu'un contrôle de sac était justement organisé peu avant l'entrée des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Le collégien, jusqu'à présent inconnu des services de police et de gendarmerie, a sorti un couteau et frappé l'assistante d'éducation jusqu'à la mort. Dès l'annonce du décès, les personnalités politiques ont réagi, à commencer par le président de la République qui évoque, regardez, un déferlement de violence insensé et en l'espèce peu prévisible tant le profil de l'agresseur semble banal, impliqué dans la vie du collège, même ambassadeur harcèlement pour se faire l'écho d'éventuels soucis dans son établissement. On parle ici d'un élève sans histoire, comme le précisait la ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendue sur place dès la fin de matinée. Alors, le collégien avait fait l'objet en début d'année d'une exclusion, de 2 exclusions temporaires pour perturbation de la classe, mais depuis le mois de novembre, la principale nous le disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Il y a 3 jours à peine, dans un entretien aux Parisiens, la ministre appelait à privilégier la réflexion, à ne pas céder, je la cite, aux réponses à chaud après chaque drame, critiquant celles et ceux qui ont fait de la sécurité l'argument phare de la prochaine campagne présidentielle. Pourtant, la politisation du drame survenu ce matin semble inéluctable et dès les questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée, les critiques à l'encontre de l'exécutif ont fusé. Pour Marine Le Pen, cette tragédie n'est que le reflet d'un laisser-faire politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Mais le Premier ministre refuse de laisser dire que rien n'a été fait. C'est d'ailleurs une circulaire de son gouvernement qui a mis en place dès le mois de mars des contrôles de sac à l'entrée des établissements scolaires. On écoute la réponse de François Bayrou. Il y a eu 6200 contrôles, près de 200 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau.
Et le Premier ministre veut aller plus loin. Il indiquera plus tard vouloir durcir la réglementation en vigueur et élargir la catégorisation des armes blanches. François Bayrou veut détecter plus tôt les problèmes de santé mentale et relancer l'expérimentation des portiques de sécurité. Des recommandations qui s'appuient sur le rapport de Naïma Moutchou. Le 28 mai dernier, la vice-présidente de l'Assemblée nationale remettait 50 propositions pour tenter d'endiguer ce qu'elle a qualifié de tendance de la jeunesse à la violence armée. Depuis 2019, jusqu'à 23% des personnes mises en cause pour port d'armes sont mineures, soit environ 3000 jeunes par an. Un phénomène pour la députée Horizon qui constate que les drames s'accumulent ces derniers mois avec la mort de Lorraine à Nantes, Matisse à Châteauroux, Elias à Paris ou encore Issif à Évreux. Pour François Bayrou, l'accumulation des catastrophes marque une véritable dérive. Ce n'est pas seulement un fait isolé, c'est une dérive de la société et des enfants dont nous avons la charge et dont nous n'arrivons pas à les mettre à l'abri des drames qu'ils fomentent eux-mêmes. Et la mort de Mélanie, 31 ans, tuée ce matin par un adolescent de 14 ans, renforce la conviction du Premier ministre. Les faits divers sont devenus aujourd'hui un fait de société. Merci beaucoup Valérie Brochard. Je cite François Bayrou cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les armes blanches sont en train de devenir parmi les jeunes une réalité de tous les jours. Christophe Marion, est-ce qu'on arrive à chiffrer cela, à le mesurer, à voir la progression dans le temps de ce phénomène ? Alors, la progression dans le temps, elle est compliquée à établir parce qu'il aurait fallu que ces études-là soient portées sur plusieurs années. Mais ce qu'on constate notamment à travers le rapport de Naïma Moutchou, c'est qu'en effet, 23%, c'est-à-dire un quart des personnes mises en cause aujourd'hui pour détention d'armes sont mineurs. Et que dans plus de la moitié des cas où les mineurs sont liés à un homicide, dans plus de la moitié des cas, c'est par arme blanche que l'homicide est perpétré, par des mineurs donc. Alors en effet, ce phénomène, il existe. Il semble, au regard des faits divers qui sont en train de devenir des faits de société, qu'il prend de l'ampleur et il est évidemment urgent d'y répondre à travers des mesures de répression, évidemment, mais aussi peut-être qu'il faut réagir aussi en termes de prévention, parce que les AED, les personnels médicaux, AED, ce sont... les assistants d'éducation, pardonnez-moi, sont des piliers. On peut avoir des difficultés à les recruter aujourd'hui dans les établissements scolaires. Les médecins, la médecine scolaire, les infirmières scolaires, c'est-à-dire tous ces gens qui sont chargés de faire de la prévention, de détecter les problématiques avant que le drame ne survienne, eh bien, il faut absolument mettre l'accent aussi là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, il y a deux réponses à apporter, à mon sens, qui sont les deux jambes d'une réponse adaptée. Vous partagez ce diagnostic, Valérie Bassin-Malgras, sur le... Oui, on entendait Marine Le Pen dire « rien n'a été fait ». Il y a deux choses de fait, mais moi, ce qui m'afflige actuellement, c'est la perte totale de repères des enfants, en fait. Comment un jeune de 14 ans peut avoir l'idée de mettre un couteau dans son sac et d'en découdre et de tuer. C'est un meurtre. Il a tué quelqu'un ce matin, vous vous rendez compte, un jeune de 14 ans. Moi, je trouve qu'il y a une démission totale des familles, il y a une démission totale de notre système qui ne se rend pas compte dans quel état sont les jeunes. Comment un gamin de cet âge-là peut avoir une idée pareille? Il y a une perte totale de repères dans notre société et c'est là-dessus que nous devons travailler. Il y a des réponses effectivement à apporter au niveau pénal, mais avant tout, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on fait pour traiter ça? L'école, c'est un sanctuaire. Les enfants vont à l'école et doivent être calmes, réfléchis, posés. Ils vont à l'école pour apprendre. Pour apprendre, ils ne vont pas à l'école pour se battre, pour tuer. Enfin, moi, ça m'horrifie d'en arriver là. Jean-Christophe Couvi, est-ce que vous constatez cela sur le terrain, au-delà juste de la seule question des collèges ou des lycées, au quotidien dans votre travail de policier? Bien sûr, on a une surreprésentation des mineurs dans les actes délinquants. Alors là, j'écarte en fait parce qu'il y a deux sortes d'actes. Il y a l'acte de ce gamin de ce matin de 14 ans qui a priori n'est pas connu des services de police, de la justice, donc il est, j'allais dire, sous la ligne de flottaison. Et puis après, il y a tous les mineurs délinquants qui commencent à avoir un CV qui s'allonge. Et en fait, à un moment donné, on n'arrive pas à enrayer justement cette avancée, j'allais dire, dans la criminalité ou la délinquance. Et donc les gamins les mineurs sont surreprésentés. Ils représentent
représentent entre 13 et 17 ans, ils représentent 6% de la population française. Ils sont connus de mémoire dans 39% des mises en cause sur les vols violents, par exemple. Vous voyez 37% des violences avec les armes blanches. Enfin, ça, c'est des chiffres qui sonnent, qui doivent interpeller justement nos hommes politiques, nos législateurs, revoir les lois, mais surtout, c'est donner les moyens. Aujourd'hui, sur 1 000 € d'impôts qui sont reversés, j'arrête pas de le dire, et vous faites impôts.gouv.fr, 5 € vont à la justice, 25 € à la police et 26 €, j'allais dire, à la culture et au sport. Donc en fait, il y a des choix politiques à faire aussi. Je ne dis pas qu'il faut tout annuler, mais à un moment donné, il faut aussi donner les moyens à la justice de reprendre. Et puis j'allais dire, ce n'est pas qu'une réponse de police et de justice, ça va être pluridisciplinaire. C'est-à-dire que on voit bien que c'est des familles déstructurées, que c'est le régalien qui est aussi attaqué, qui a besoin, le régalien comme l'éducation nationale, la police, etc., qui sont la stabilité d'un pays, d'une jeunesse et d'une société, et qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas abandonner. Gabriel Amar, vous êtes, je crois... Benjamin, pardon. Gabriel Amar, quelqu'un d'autre. Vous êtes Benjamin Amar, vous êtes prof d'histoire géo en lycée. Est-ce que dans votre établissement, ce sont des cas de figure qui se présentent de temps en temps, des élèves qui arrivent armés? Non, c'est là que c'est, bon, pour moi, désarmant, parce que ce n'est pas la réalité de mon établissement. C'est-à-dire qu'il y a dans mon établissement, il y a des problèmes d'incivilité, il y a des conseils de discipline, il y a des problèmes d'autorité, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, une telle violence avec utilisation d'armes blanches, c'est pas quelque chose auquel j'ai été confronté. Donc pendant un temps, mais là maintenant, voilà, il faut bien que je constate qu'il y a deux réalités qui s'entrechoquent. Ce que je vis au quotidien et voilà, votre collaboratrice tout à l'heure, elle établissait la liste des victimes par arme blanche. Il y a un vrai problème de fond, c'est indéniable. Il faut quand même le mettre en parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'il y a des pays qui, la Grande-Bretagne en particulier, sont frappés depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, par une explosion de l'arme blanche chez les jeunes avec de la violence par arme blanche. Mais il n'y a pas que le Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, les pouvoirs publics prennent ce problème à bras-le-corps. Mais indéniablement, j'abonde dans le sens de moyens pour la justice. Ça, c'est une réalité. Mais je pense que derrière, chez les jeunes, rejaillit un problème qui est plus large, qui est une réalité de la violence dans nos sociétés qui se transforme. Alors, je ne pense pas qu'on ait le recul encore nécessaire pour ça, mais il y a quand même quelque chose peut-être à interroger sur les réseaux sociaux. Elisabeth Borne l'a fait, hein, aujourd'hui en se rendant sur place, elle a évoqué le fait de respecter une forme de pause, pause numérique, je crois, elle a appelé cela, dans les établissements scolaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, je pense, régler définitivement. C'est un vrai problème, l'utilisation des téléphones dans les établissements scolaires. Mais plus généralement, enfin moi, je suis désolé, quand je navigue sur les réseaux sociaux, sur Internet, la violence, elle est redoutable, elle est terrible. Sur certaines plateformes en particulier, allez naviguer un peu sur TikTok, vous pouvez en 2 temps 3 mouvements être confronté à une violence redoutable. Il y a zéro filtre. Il y a en ce moment tout un débat, il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport aux sites pornographiques. Je pense qu'il faut interroger la possibilité de faire la même chose sur, je ne sais pas moi, interdire ou filtrer, encadrer de très près. C'est tout le travail d'une commission d'enquête parlementaire en cours ici même à l'Assemblée. C'est très bien. Ses conclusions bientôt. Je pense qu'on pourra attendre les résultats avec impatience. Parce que là, il y a un sujet. Parce que je pense que s'il y a quelque chose qui a changé en 25 ans, vous vous demandiez, mais qu'est-ce qui fait? Parce que là, on est en dehors des radars. Hein. Je suis désolé, le portrait qu'on a de l'assaillant aujourd'hui, c'est un élève sans difficulté particulière, indétectable. Alors, donc il va falloir interroger d'autres paramètres. Justement, est-ce qu'on sait pourquoi ces adolescents portent des couteaux sur eux? Est-ce que c'est pour impressionner leurs camarades? Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent eux-mêmes menacés? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent en découdre? Alors, il y a plusieurs réponses. Souvent, la première des réponses, c'est « je veux me défendre ». Voilà, donc en gros, je suis une victime potentielle, je dois me défendre. Pour me défendre, j'ai un couteau. Je ne dis pas que c'est ce qui est vrai, c'est ce qu'ils nous disent. Et après, il y a ceux qui ont des couteaux pour impressionner et dominer les adversaires. Donc ça, c'est les phénomènes de bande. On est plutôt vous avez votre territoire, vous devez défendre votre territoire, et c'est la loi du plus fort. Et puis surtout, c'est le mimétisme. Parce qu'on le voit aussi, plus il y a des attaques au couteau, etc., on a des référents négatifs, mais les gamins, encore une fois, s'accrochent à ces référents-là. C'est pas que les Avengers et Superman, c'est aussi des gens qui portent des énergies négatives. Et donc, ils s'accrochent à ça. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent, j'allais dire, ni à la politique, ni aux personnes, j'allais dire, qui représentent l'autorité. Par contre, ils donnent beaucoup de place aux influenceurs. Vous voyez, ça se
ça se décale. Moi, je mets au défi les parents d'aller voir ce qui se passe derrière la porte des chambres des adolescents, parce qu'il y a la vie d'adolescents en groupe, avec les parents, en société, et quand ils ferment la porte de leur chambre et qu'ils sont seuls avec leur téléphone portable, leur tablette, etc., les parents ne comprennent plus rien. Ils ont des codes à eux, avec des émojis bien particuliers. Regardez la série sur Netflix, Adolescence. Oui. Mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on ne parle pas le même langage que nos enfants. Et nos enfants, ils rigolent. Mais alors ils ont inventé leur propre langage. Oui, mais à un moment donné, il n'y a pas d'autorité, il n'y a plus d'autorité familiale. Et vous attendez que les parents aient fouillé dans le cartable de leurs enfants tous les matins avant leur départ au collège ou au lycée? Comment les parents font pour qu'un enfant se saisisse d'un couteau et ait envie d'en découdre, aller à l'école pour faire ce qu'il a fait? À un moment donné, les parents sont là pour donner un cadre aux enfants aussi. Ça s'appelle l'éducation. L'éducation, ça vient des parents. On aurait tendance à rejeter ça sur l'école et sur les enseignants. Mais non, à la base, ça vient des familles. Comment on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte d'un gamin le soir? Je suis désolée, les parents sont aussi responsables, ils doivent prendre le téléphone, il n'est pas dans la chambre des enfants, on met un cadre, on met de l'autorité et puis on y arrivera peut-être un peu mieux. Les parents ont leur rôle à jouer là-dedans. Christophe Marion, sur ce sujet-là, en matière de prévention Je crois qu'on est en train de sortir d'une forme de naïveté qui a pu induire chez les adolescents notamment le sentiment d'impunité. Parce qu'aujourd'hui, ils passaient très très largement en dessous des fourches codines de la justice. Alors, c'est en train de changer, notamment la loi portée par Gabriel Attal sur la justice des mineurs. Procédure de comparution immédiate, obligation de couvre-feu, assouplissement de l'excuse de minorité et aussi la responsabilisation des parents, notamment en cas de mineurs récidivistes. Donc, on est en train de prendre conscience qu'on a un sujet avec les mineurs et il doit être traité par la justice. Évidemment, par les moyens, que ce soit la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, la loi justice, parce qu'évidemment, tout ça ne peut pas se faire sans moyens. Mais il faut faire attention aussi à ne pas tout demander à nos forces de l'ordre et à la justice. À un moment, la priorité, c'était les violences intrafamiliales. Et moi, j'ai dans ma circonscription des policiers, des gendarmes qui disent on ne peut plus rien faire d'autre parce qu'en plus, ce sont des procédures qui sont très longues, qui demandent beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions pour démêler le vrai du faux. Et donc, évidemment, on ne peut pas leur demander un jour de s'intéresser aux violences intrafamiliales, le lendemain à la problématique de la délinquance des mineurs, le surlendemain d'un autre sujet aussi. Je crois qu'il faut qu'on établisse nous-mêmes des priorités et que notre société établisse des priorités sur les violences qui sont commises en son sein. Et la problématique de la violence des mineurs, c'est la violence des majeurs de demain, d'une certaine manière. Donc, pour moi, elle doit être prioritaire aujourd'hui. On va s'intéresser aux moyens de répondre à ce problème-là des armes blanches chez les mineurs, chez les adolescents, avec les propositions faites par la députée Horizon Naïma Moutchou, qui a remis au Premier ministre un rapport sur la détention d'armes blanches par les mineurs. François Bayrou a promis cet après-midi de mettre en œuvre les 50 préconisations de ce rapport. Alors que propose-t-elle? On voit cela avec Maïté Frémont. Les mesures sont prêtes, elles sont applicables. Nous ne pouvons plus attendre ni nous contenter d'hommages et de minutes de silence. Les mesures proposées, les voici. D'abord, priorité absolue pour le renforcement de la sécurité dans et autour des établissements scolaires, avec notamment des fouilles ponctuelles et systématisées dans les écoles les plus exposées, mais aussi la mise en place de la vidéosurveillance. Nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie à l'entrée des établissements scolaires. Il y a eu 6200 contrôles, près de 200 couteaux ont été saisis. Une violence juvénile de plus en plus armée. Dans ce rapport, interdiction à la vente des armes blanches aux mineurs et interdiction à la vente de ce qu'on appelle les couteaux zombies. Armes à double tranchant, à la lame incurvée qui s'inspire des jeux vidéo de guerre. Parmi les 53 propositions, il est temps d'imposer le déferrement systématique des auteurs, de prévoir des sanctions pénales beaucoup plus rapides et d'instaurer des peines minimales. Il est temps d'investir dans la prévention, dans la santé mentale des jeunes et dans la médecine scolaire, de s'attaquer aux conséquences délétères des réseaux sociaux en interdisant le téléphone portable à l'école. En France, les mineurs de 13 à 17 ans représentent 31% des auteurs présumés de vol avec armes. Jean-Christophe Couvi, est-ce que vous voyez dans ces propositions de Naïma Moutchou des pistes sérieuses pour répondre à ce problème?
moi, quand j'ai lu le rapport, effectivement, ça m'a paru un peu léger. Parce qu'en fait, on pose le diagnostic, c'est très bien. Sauf qu'après, derrière, alors les portiques, il y a une vraie réflexion. Est-ce que les lieux d'enseignement doivent devenir des bunkers? Au fond, je ne suis pas trop sûr. Mais surtout, moi, je me mets toujours à hauteur d'homme et d'agents. C'est-à-dire, comment on va faire aujourd'hui pour gérer? Dans les commissariats, il n'y a même pas des portiques déjà pour détecter des individus qui rentrent avec des couteaux. Donc, on va en mettre dans les écoles. OK, dont acte. Il faut après du personnel. Ce n'est pas les professeurs qui vont faire les policiers et les gendarmes. Les policiers et les gendarmes, on leur demande de faire de plus en plus de contrôles. D'accord, avec quels effectifs? La priorité aujourd'hui, c'est de protéger les lieux de culte, c'est de protéger, c'est lutter contre les points de deal, la lutte contre l'immigration clandestine, etc., et j'en passe. Donc en fait, tout est urgent. Un policier aujourd'hui, il passe pratiquement les 3/4 de son temps à faire des servitudes qu'on appelle, c'est-à-dire garder des endroits où il faut contrôler les chauffeurs de bus maintenant aussi. Vous voyez, donc en fait, encore une fois, on lance des idées, c'est très bien. Derrière, c'est comment nous, on les met en œuvre sur le terrain. Donc c'est un problème de moyens avant tout, plus de mesures symboliques. Voilà. Après, effectivement, bloquer l'achat des couteaux zombies pour les jeunes, oui, il faut le faire, mais en même temps, on sait très bien qu'on pourra s'en procurer par d'autres moyens. Donc il faut aussi bloquer tout ce qui est livraison de pays étrangers, etc. Enfin voilà, il va falloir penser à tout ça. Les fouilles, encore une fois, ce n'est pas les profs qui vont les faire, les fouilles. C'est encadré, il faut un officier de police judiciaire pour fouiller un élève, les sacs, etc. Donc avec du visuel. Bon. On peut freiner, on peut essayer de faire peur, on ne pourra jamais endiguer à 100%, ça c'est pas possible, si ce n'est que ne pas travailler sur les conséquences mais sur les causes. Et en fait, à un moment donné, il faut identifier les causes. Qu'est-ce qui rend nos gamins, une partie, je dis bien des enfants, parce qu'il faut toujours faire la différence, comme ça, d'une violence désinhibée, sur lesquelles on peut régler nos problèmes avec des coups de couteau et tuer quelqu'un sans avoir aucune empathie. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne regrettent même pas. Hein. Pour eux, ils savent même pas vraiment, ils réalisent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le choc et c'est ce qu'on voit tous les jours dans la rue. Benjamin Marc, vidéosurveillance à l'entrée des lycées, des collèges, portique de détection de métaux, ça vous inspire quoi tout ça? Moi, je suis dubitatif parce que d'abord, un portique, alors d'abord, se pose une question cruciale, ça vient d'être dit. OK, il y a le portique, mais si ça sonne, qui réagit? Il y a quand même un petit problème d'effectifs dans les services publics et en particulier parmi les policiers. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a des récréations tous les jours dans des milliers d'établissements. À chaque entrée d'élèves, on a des policiers. Parce que, encore une fois, bien évidemment, vous avez raison, ce n'est pas les profs, ni les AED, ni les CPE qui vont s'amuser à contrôler les sacs. C'est un métier. Hein, là, en l'occurrence, on a bien vu de manière dramatique ce qui se passe quand il y a des personnels de l'éducation nationale à proximité. Et ben, voilà, il y a quelqu'un qui décède. Ensuite, sur les portiques, il y a des armes qui échappent aux portiques. Hein. Il y a des types d'armes qui ne sonnent pas. Voilà. Bruno Retailleau a évoqué par exemple les couteaux en céramique, qui ne peuvent pas être détectés. Oui. Voilà, bon. Donc, et effectivement, est-ce qu'on a envie de transformer, comme aux États-Unis, nos établissements en bunkers fortifiés? Personnellement, je n'ai pas envie. Voilà. Est-ce qu'on a envie de filmer toute l'entrée d'un établissement? Moi, ça me laisse dubitatif. Par contre, alors après, il faut soumettre ces questions-là à l'ensemble des acteurs. Mais il n'y aura pas de solution miracle. Il est certain qu'il y a quand même quelque chose qu'il va falloir, parce qu'on sait que le bas blesse, c'est la question de la santé mentale des jeunes. Depuis le Covid, on a tous les rapports qu'il faut pour savoir qu'on a la santé mentale des jeunes qui est en très forte détérioration, avec là aussi dans le secteur hospitalier et médical, il y a des manques, il y a des trous dans la raquette, et là il y a besoin de sortir simplement de l'incantation, il y a besoin de moyens. Voilà. Donc quand Elisabeth Borne dit il faut mettre en place un protocole dans chaque établissement pour détecter les signaux chez les élèves et mettre en place une prise en charge. Sans doute. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, ça c'est sûr que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens d'accorder la médecine scolaire. Les médecins scolaires, c'est devenu comme les licornes. Moi, j'en ai jamais vu, quoi. Hein. Il y a une infirmière scolaire sur plusieurs établissements, mais bien évidemment que la médecine scolaire, elle est en lambeaux. Voilà. Donc, Christophe Marion, peut-être là-dessus, parce que... Attends, juste si je pouvais terminer, moi j'aimerais quand même, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui,
il va y avoir une enquête nourrie, etc. Moi, un jeune de 14 ans qui fait quelque chose d'aussi grave, j'aimerais bien avoir quand même aussi une analyse des psychiatres sur ce qui se passe dans la tête de ce gamin. Moi, je suis pas Françoise Dolto, mais il y a forcément quelque part, là, il y a une faille dans l'histoire. Je doute qu'on ait, enfin, je sais pas, l'avenir nous dira, un gamin qui n'est pas derrière un pédigré ou quelque chose de très lourd. Christophe Marion, la santé mentale a été érigée en priorité par le gouvernement pour cette année, mais en même temps, on connaît l'état de la médecine scolaire aujourd'hui. Oui, on connaît l'état de la médecine tout court, parce que les médecins dans ma circonscription rurale, ça devient un peu les licornes de monsieur. On a des difficultés aujourd'hui dans le domaine médical à recruter des médecins, à en trouver. Donc ça touche le milieu scolaire, mais ça touche aussi énormément de territoires ruraux. On n'est pas que sur des médecins, ce sont aussi les infirmières. Les infirmières, psychologues, médecins. On ne peut pas dire que les moyens aient progressé ces dernières années. Oui, mais on a même aujourd'hui des postes qui sont ouverts, mais qui ne sont pas pourvus. La réalité est là, mais d'ailleurs dans l'enseignement en règle générale, pas seulement chez les psychologues, les infirmières ou les médecins. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important. Moi, en fait, alors évidemment, ce drame, il est catastrophique aujourd'hui, mais je crois qu'on était dans le vrai en multipliant les contrôles depuis le mois de mars. 6 000 contrôles, le Premier ministre l'a rappelé, presque 200 couteaux de saisie, 32 élèves mis en garde à vue. Je crois que ce qui est important, c'est que ces contrôles-là fassent prendre conscience aux jeunes qu'évidemment, on ne les laissera pas faire, et surtout qu'il y ait une justice réactive, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des sanctions, une justice réactive. L'élève est passé à l'acte ce matin à l'occasion d'un contrôle de sac. Ça n'a pas empêché le passage à l'acte. Ça n'empêche pas, mais ça peut, ces contrôles, si on les multiplie, ça peut dissuader des jeunes d'arriver avec un couteau. On ne peut pas, à cause de cette terrible affaire aujourd'hui qui met tout le monde en émoi, on ne peut pas dire les contrôles ne servent à rien, parce que ça, ce serait pire que tout. Et aujourd'hui, ça me semble être la seule solution un peu viable, parce qu'en effet, les portiques, les détecteurs de métaux, on voit bien que ça va être extrêmement compliqué à mettre en place. Et moi, je ne tiens pas à avoir 300 élèves qui attendent à l'entrée du collège ou du lycée, surtout en période de menaces, attentats, etc., à attendre qu'on puisse les laisser rentrer, parce que vous savez, quand vous avez des portiques de sécurité, c'est un peu plus long pour faire entrer les élèves. Valérie Bazin-Malgras, quelles sont pour vous les mesures qui pourraient être les plus efficaces pour lutter contre cela ? Moi, je pense que face à la violence, on ne peut pas répondre par la naïveté. 6 000 contrôles, c'est quoi? C'est rien du tout. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut faire des choses. 6 000 contrôles en quelques mois à peine. La mesure a été lancée au printemps. La preuve, ce n'est pas efficace, on l'a vu aujourd'hui. Il y a un système qui est pas mal, c'est les portiques. On ne veut pas bunkeriser. Moi, je veux bunkeriser, je suis désolée. On n'entre pas dans un avion. Est-ce que vous avez un recul des résultats statistiques là-dessus? Ça a été mis en place en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les lycées, et apparemment, ça donne entière satisfaction. Il faudrait se renseigner et voir un peu ce qui a été fait là-bas. Mais visiblement, dans les lycées en Auvergne-Rhône-Alpes, ça fonctionne, les portiques. Donc pourquoi on ne s'en inspirerait pas? Il faut arrêter de répondre par des réponses à l'eau tiède. On a encore aujourd'hui un drame en France, dans notre beau pays. Donc il va falloir commencer à ouvrir les yeux et apporter une réponse pénale à la hauteur. Il faut changer vraiment notre système judiciaire en France et apporter des réponses aussi sanglantes que ce qui a été fait ce matin. Voyez, il faut que la peur change de camp, il faut que les jeunes adolescents respectent le corps enseignant, respectent leurs parents, respectent la société en général. Ce n'est plus possible, donc à nous, Parlement, gouvernement, de mettre en place un certain nombre de mesures qui fassent peur aux adolescents pour que ça cesse. Plus personne n'a peur de rien. Jean-Christophe Couvi, sur l'efficacité des fouilles à l'entrée des établissements. Peut-être que vous pouvez déjà rappeler dans quelles conditions ça s'organise. C'est très... déjà, c'est aléatoire, en fait. Très réglementé. Voilà, on ne prévient pas. Le but, c'est que ce soit aléatoire pour prendre en flagrant délit, en fait, quelque part. Et on voit bien que, quand on fait plus de 6200 opérations, il faut énormément de forces de police et de gendarmerie. Et derrière, effectivement, on a 186 couteaux de saisie. C'est peut-être dans les 186, 1, 2 ou 3 victimes d'éviter. Donc, en fait, c'est jamais pour rien qu'on fait ça. Vous pensez que c'est efficace? Mais ça fait partie
partie de la réponse, c'est-à-dire que ça fait partie aussi de la visibilité de la police, de dire on est là, on ne va pas vous lâcher, on fera des contrôles, sauf que derrière, c'est qu'est-ce que ça devient? Si effectivement, après 32 gardes à vue, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que la justice est passée? Est-ce que ceux qui avaient les couteaux ont été quelques jours en prison, 15 jours en prison, ou pas forcément les prisons de haute détention? C'est aussi, à un moment donné, il faut que les jeunes se confrontent à leurs responsabilités. On ne peut pas toujours les excuser. Et donc, à un moment donné, ils doivent se dire, voilà, j'ai fait une bêtise, oui, tu vas aller peut-être 10 jours dans un endroit où on va t'expliquer un petit peu les choses, et tu vas voir que si tu veux donner le reste de ta vie, devenir un délinquant et finir en prison pour le reste de ta vie, tu auras le choix. Mais là, au moins, tu te confrontes à la réalité. Et les parents ne sont pas là derrière pour tout couver. Voilà. Donc ça, il faut aussi que les gamins se confrontent à ça. Après, effectivement, j'allais dire que c'est un peu la crise du monde moderne, hein. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas le seul pays où on est confronté à ça. Et moralité, c'est quoi les valeurs de notre société? Il faut peut-être falloir un peu aussi remettre les bases, c'est le respect, c'est l'autorité, mais quand on parle d'autorité, c'est aussi l'autorité naturelle. C'est-à-dire qu'on respecte, à une époque, dans les villages, on respectait l'instituteur, le policier, le maire et le curé. Alors bon, on dit le curé parce que c'était l'image d'Épinal, mais bref, une autorité séculaire. Là, aujourd'hui, les gamins, ils n'ont plus de repères. En fait, c'est les influenceurs, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, parce que dans leur chambre, ils regardent, ils consomment, en fait, si vous voulez, des images, comme un stroboscope, et ça vous fait des effractions dans le cerveau, et ça les rend un peu neuneux. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc il faut reprendre, cet avantage, il faut reprendre le terrain sur ces enfants. Encore une fois, je ne mets pas tous les enfants dans le même panier, parce qu'il y a des parents qui tiennent la ligne. C'est très dur aussi, c'est compliqué aujourd'hui, les gamins. À l'école, d'ailleurs, moi j'ai été confronté, hein, j'ai des enfants aussi, on leur donne une autonomie très rapidement. Dès l'école maternelle, CP, etc., tout de suite, on en fait des petits adultes. Il faut très, très vite qu'ils soient très autonomes. Et quelque part, moi je dis qu'à un moment donné, les enfants, ils doivent aussi avoir leur vie d'enfant. Et ils ne doivent pas être tout de suite plongés dans la vie des adultes. Voilà, il y a des espaces pour tout. Et aujourd'hui, on voit que les parents n'arrivent pas forcément, des fois, à contrôler leurs enfants. Et tous les jours, c'est la guerre à la maison. Il y a des personnes qui nous écrivent et qui nous disent, moi, je tiens bon, mais au secours, quoi. J'en peux plus, je suis toujours en conflit avec mon ado. C'est insupportable, je ne sais plus quoi faire. Benjamin Marx, sur la responsabilité des parents, c'est un sujet dans votre établissement où vous faites des messages de prévention, vous adressez des messages de prévention Bien évidemment, oui, comme dans tous les établissements, mais en effet, il y a de toutes les façons, chez certains parents, pas chez tous, il y a encore une majorité de gamins avec qui les choses se passent très bien, et des gamins qui ont les repères qu'il faut, etc. Chez les élèves problématiques, on voit bien, des fois, quand on est en relation avec eux, parfois des familles qui sont démunies. Il y a beaucoup de mères célibataires qui vous disent là, j'en peux plus. C'est-à-dire que, et voilà, des femmes qui sont très bien, qui bossent. J'ai encore l'image, c'est assez récent, d'une mère d'élève que j'avais convoquée, j'étais le professeur principal, et qui m'a dit, d'emblée, je la vois, elle avait les traits tirés, et elle me dit, Monsieur Amar, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gamin pareil. Et c'est évident qu'elle faisait, elle m'expliquait tout ce qu'elle faisait, c'était le gamin était là en train de ricaner bêtement à côté, donc je l'ai avoiné en lui disant, mais tu vois dans quel état est ta mère, à un moment tu percutes pas ce qui se passe. Et donc il y a des parents qui sont en très grande difficulté, qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'ils triment et parce que ils sont effectivement en guerre permanente avec leurs gosses et que parfois dans certaines conditions ils n'y arrivent pas et qu'il ne faut pas leur jeter la pierre. Christophe Marion, est-ce qu'il y a des pistes à l'étranger qui n'ont pas encore été explorées en France? Parce que, par exemple, on parle beaucoup du Royaume-Uni qui a été confronté à ce problème avant la France. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait là-bas? Renforcement des sanctions, une justice beaucoup plus rapide, avec la certitude de la peine et la rapidité de la peine. Parce que ça, c'est ce que montrent les exemples étrangers. Quand vous avez commis un délit, que vous êtes convoqué 2 ans plus tard, alors que le gamin qui a commis son délit à 16 ans, il est convoqué à 18 ans, peut-être qu'il est sorti des problèmes en plus, peut-être que ça va mieux maintenant, et on lui rappelle 2 ans plus tard la faute qu'il a commise, et on va le punir pour cette faute-là, alors même que lui ne comprend même plus les raisons de cette décision de justice, c'est pas possible. Donc la certitude de la peine, la rapidité de la peine, c'est vraiment une des réponses essentielles. Et puis la responsabilisation des parents. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, qui était portée par le sénateur Lafont, qui n'est pas encore arrivée à l'Assemblée nationale, qui prévoyait de renforcer la responsabilisation des parents, qui prévoyait aussi
de donner plus de pouvoir aux AED, aux chefs d'établissement, notamment pour contrôler visuellement les sacs, voire même de fouiller les sacs avec l'autorisation soit d'élèves, soit des parents. Mais là, on voit bien, avec l'affaire qui s'est passée aujourd'hui, qu'on n'est plus du tout, à mon sens, dans cet état d'esprit-là, parce que je ne vois pas les AED accepter cette responsabilité supplémentaire après cette affaire. En quelques mots, le mot de la fin pour vous, Valérie Bazin-Malgras. Et moi, je pense qu'il faut une réponse pénale ferme, dissuasive, vous êtes sur la même ligne, autoritaire, mais totalement. Vraiment, faut faire peur, quoi. C'est plus possible. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. On s'arrête à présent sur la situation humanitaire dramatique à Gaza. Emmanuel Macron a qualifié hier le blocus de honte et de scandale après que 10 Palestiniens ont été tués alors qu'ils se rendaient à une distribution d'aide humanitaire. Bonsoir Jean-François Corti. Bonsoir. Vous êtes le président de Médecins du Monde. Votre ONG dispose encore de quelques équipes sur place. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, on fait le point sur les derniers événements avec Hélène Bonduel. Si on vous invite, Jean-François Corti, c'est parce que ces scènes d'habitants de Gaza affamés se multiplient depuis des semaines. Ce repas ne nourrit personne, mais c'est mieux que rien. Les jours où nous ne trouvons pas de nourriture, nous donnons à boire aux enfants et nous les mettons au lit. 3 mois déjà qu'Israël impose aux organisations humanitaires un blocage total dans l'enclave palestinienne. Jean-François Corti, vous êtes président de l'ONG Médecins du Monde. Une centaine de personnes de votre organisation travaillent actuellement sur place dans des conditions extrêmement difficiles. Elles ont été déplacées à plusieurs reprises. 48 de vos palettes de médicaments et matériel médical sont bloquées aux frontières. Dans votre dernier rapport, vous étudiez la corrélation entre l'intensité du siège israélien et le taux de malnutrition qui est passé de 0,8% en 2022 à 20% en avril dernier. Hier, le Voilier avec à son bord 12 militants pro-palestiniens qui entendaient briser le blocus, parmi lesquels l'eurodéputé Rima Hassan et l'activiste Greta Thunberg, a été arraisonné par Israël. Dans la foulée, Emmanuel Macron appelait à un cessez-le-feu et à la levée du blocus. La France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte. La famine n'est plus un risque, mais une certitude, dites-vous. La faim, utilisée comme arme de guerre par les autorités israéliennes. Bonsoir Jean-François Corti. Bonsoir. Je reprends la formule que vient d'employer Hélène Bonduel. Est-ce que la faim est utilisée aujourd'hui comme une arme de guerre par Israël ? Ah oui, on a mis en évidence, Médecins du Monde, grâce à nos opérations, on a une centaine de personnes qui continuent à travailler, des Palestiniens dans Gaza, dans des conditions extrêmement difficiles. Et on a mis en évidence des taux de malnutrition explosifs, notamment à hauteur de 20% en ce moment, qui touchent des enfants de 6 mois à 5 ans, des femmes enceintes aussi allaitantes, et qui fait le lien entre l'inefficacité, je dirais, du blocus, du siège, et justement l'impact qu'il peut y avoir sur les corps des enfants et de ces femmes. Sur une cohorte de 10 000 personnes qu'on a suivies dans nos centres nutritionnels entre juillet 2024 et avril 2025, on a montré que selon l'intensité du siège, eh bien, ces chiffres pouvaient être à hauteur de 20 à 25% ou redescendre à hauteur de 2-3%, notamment au moment de la trêve début 2025. Donc il y a une forte connotation entre l'intensité du siège et de fait, on peut dire que la faim, la soif, la destruction du bâti, et c'est près de 80% des infrastructures essentielles et des habitations qui ont été détruites, sont utilisées comme armes de guerre aujourd'hui à Gaza. Et puis si je peux renforcer un petit peu les données objective, on va dire, humaine, voire humanitaire, même si de mon point de vue, il n'y a pas une crise humanitaire à Gaza, il y a une crise d'humanité aujourd'hui. C'est 400 humanitaires qui ont été tués depuis 18 mois. Aujourd'hui encore, un des bureaux de Médecins du Monde à Gaza City a été détruit par un drone israélien. C'est le système de santé qui a été mis à plat. C'est des dizaines d'hôpitaux détruits. Donc, on est dans un contexte, et je vais le dire de manière très ferme et très posée, où on objective sur le terrain avec nos équipes qui ont été déplacées à plusieurs reprises, qui ont perdu les membres de leur famille. On a un médecin qui est mort aussi il y a quelques mois. On objective des crimes de masse. On objective la création de conditions de vie insupportables avec un impact physique et mental sur les populations. On observe une aide qui est empêchée. On a tous les critères techniques en faveur d'un génocide en cours aujourd'hui à Gaza. Alors, pour parler de vos équipes, combien avez-vous de personnel sur place ? Dans quelles conditions est-ce qu'ils travaillent au quotidien ? Vous l'avez évoqué là, mais est-ce que vous arrivez à assurer leur sécurité ? Comment vous faites ?
Aujourd'hui, c'est très difficile d'assurer leur sécurité. La plupart et tous ont été déplacés à plusieurs reprises, comme l'entièreté de la population de Gaza depuis plus de 18 mois. On continue à avoir quelques centres de santé où on fait des soins de santé primaires, de la prise en charge de la malnutrition, j'évoquais tout à l'heure, de l'accès à des soins, notamment gynéco et obstétriques pour des femmes enceintes qui souvent accouchent dans des conditions déplorables. Et on fait aussi de la santé mentale parce que tout le monde aujourd'hui est impacté par la pression liées à des mortalités quotidiennes. Tout le monde a perdu des membres de sa famille. Donc on est sur cette approche de santé primaire, mais au gré des déplacements de population, nos centres doivent fermer et ouvrir. On a fermé 2 centres aujourd'hui de santé, où il y a pourtant des centaines de consultations chaque jour. Et je peux vous dire que dans les files de patients que l'on voit, les gens, ils ont faim, ils ont soif. Et qu'est-ce qui se passe au quotidien, y compris pour nos équipes? La plupart vivent sous des bâches en plastique. À Dar Arbala, Al-Mawazi aussi, certains sont à Gaza City, d'autres ont dû bouger de Rafah parce que les zones militaires d'opérationnalité, notamment l'armée israélienne, évoluent régulièrement. Donc ils ont à la fois à gérer la sécurité de leur famille, ils cherchent à manger et à boire à longueur de journée, et en même temps, ils assurent des consultations. On ne sait jamais si le lendemain, on les aura au bout du fil. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, encore un de nos bureaux a été détruit. Donc la situation est particulièrement difficile pour les humanitaires. 400 ont été tués depuis le début de la réactivation du conflit. 200 journalistes, vos confrères, ont été tués et ont été ciblés. C'est ça la réalité aujourd'hui des civils et des soignants à Gaza. Alors, Israël a décidé de confier la distribution de l'aide humanitaire à la GHF, la Gaza Humanitarian Foundation. Alors c'est une fondation qui a été créée par Israël, par les États-Unis, de toutes pièces, qui emploie des mercenaires américains, si j'ai bien compris, pour sécuriser la distribution de l'aide. Est-ce que vous, en tant qu'ONG, on vous a proposé de travailler, de coopérer avec cette fondation pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza? Ce qu'ont annoncé, c'est annoncé le COGAT, c'est l'organisme israélien qui fait le lien avec les organisations internationales et les Nations Unies, c'était il y a quelques semaines, c'est qu'effectivement il y allait avoir une privatisation et une militarisation de l'aide. Donc aujourd'hui, on voit cette fondation, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui n'a d'humanitaire que le nom, parce que c'est un opérateur des Américains et d'Israël, qui utilise des mercenaires, vous l'avez rappelé, américains, sous supervision de l'armée israélienne, et en fait, qui ne sont pas du tout dans les principes de la raison humanitaire sur lesquels nous intervenons. C'est-à-dire, ils ne sont pas indépendants, impartiaux, ils ne sont pas neutres, ils sont au service d'une puissance qui fait la guerre. Et cela est extrêmement problématique parce que ça ne répond pas au code classique nécessaire pour pouvoir opérer dans ce genre de contexte. Lorsque vous ne respectez pas ces principes humanitaires, vous êtes en dehors des fonctionnements classiques. Est-ce que c'est un cas de figure que vous avez déjà rencontré ailleurs, dans d'autres conflits C'est assez fréquent qu'il y ait une instrumentalisation de l'aide ou que l'on puisse créer les conditions comme ça, d'avoir des acteurs qui n'ont rien d'humanitaire. Ce qui est difficile et problématique, c'est 2 choses. D'abord, pour nous, ça va être compliqué. Suite aux annonces de M. Netanyahou, de M. Smotrich, qui disent qu'ils vont réoccuper massivement et totalement Gaza, c'est une annonce formelle, et déplacer l'ensemble de la population vers Rafah pour ensuite potentiellement les expulser en dehors de la bande de Gaza pour réaliser la fameuse Riviera de M. Trump du Moyen-Orient, on ne pourra pas être, nous, des opérateurs de ce qui s'annonce comme être une déportation massive de population. Et ça nous met en difficulté. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut préciser les choses. Est-ce que l'aide humanitaire, elle arrive aujourd'hui par le biais de cette fondation-là ou pas ? Aujourd'hui, il y a une centaine de camions qui rentrent chaque jour. Et encore, selon les jours, c'est entre 50 et 100 camions qui rentrent, alors qu'il en faudrait, avant le 7 octobre, les atrocités du 7 octobre 2023, c'était 600 camions qui rentraient chaque jour et qui compensaient à peine les besoins de la bande de Gaza, qui, comme vous le savez, n'est pas autosuffisante. Et d'ailleurs, la plupart des terres cultivables ont été pour la plupart détruites. Donc, il y a de l'aide qui rentre, mais de manière infime, sous-proportionnée, qui crée les conditions d'une tension massive et qui est distribuée dans des hubs logistiques, notamment par la Fondation humanitaire, sur des critères qui sont incompréhensibles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est des dizaines de morts, des gens qui se font tuer en essayant de trouver cette aide qui est conditionnée par un acteur particulier dans notre conflit. Et ça, c'est extrêmement insupportable. Est-ce que vous recevez des Palestiniens qui ont été visés par des tirs en allant chercher de l'aide humanitaire? Est-ce que vous arrivez à savoir qui tire, dans quelles circonstances? C'est toujours difficile d'avoir des informations précises parce que, d'abord, en termes de mortalité, aujourd'hui, on parle de 54 000 morts, mais on sait que la plupart qui sont assis sur les décombres ou qui meurent chez elles sous les bâches en plastique, on n'arrive pas à les comptabiliser. Donc c'est toujours difficile d'avoir des informations, mais oui, on arrive à avoir parfois des blessés dans nos centres de santé. C'est essentiellement aussi dans les hôpitaux où il y a des partenaires, notamment, je pense à Médecins sans frontières, qui est amené à être en situation de prendre ce qu'on appelle des soins secondaires.
secondaires et qui peuvent objectiver qu'il y a un nombre important de blessés, voire de morts. Après, est-ce que c'est lié à des milices pseudo-mafieuses dont on sait qu'elles sont pour la plupart aujourd'hui soutenues par Israël pour pouvoir compenser et mettre la pression sur le Hamas. Mais de fait, ça crée les conditions de ne pas penser que l'aide humanitaire est utile parce que ça met en avant le fait qu'il y a des détournements. Or, aujourd'hui, si on veut limiter le risque de détournement, de pillage des camions, il y a des tonnes de matériel prépositionné à l'Al-Rish en Égypte. Nous, on a réussi à faire entrer 4 camions en 18 mois. On fonctionne sur des donations de l'OMS ou de l'UNICEF. Donc, on est en permanence en tension sur de l'aide. Si on veut vraiment inverser cette tendance-là, si on veut inverser la famine qui est en cours, il faut inonder le territoire de nourriture et d'aide. Et ça, elle existe, mais elle est bloquée par le blocus israélien. Sur la question justement du détournement de l'aide humanitaire, Israël justifie la création de cette fondation en disant avant la création de cette fondation, c'est le Hamas qui détournait l'aide humanitaire. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater, que vos équipes ont pu constater? C'est difficile de pointer du doigt qui détourne quoi. Dans un contexte comme celui-ci, où il n'y a plus rien qui rentre depuis 18 mois, où il y a une pénurie totale, où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de forces de police ou de forces régaliennes, où le Hamas ne pèse plus grand-chose, même si ça reste potentiellement une force militaire. Il n'y a plus personne pour sécuriser les entrées de camions et d'aide humanitaire. Donc oui, il y a des pillages par différents acteurs, que ce soit le Hamas potentiellement ou que ce soit des groupes organisés parce qu'il y a une pénurie totale et donc il y a les conditions pour qu'il y ait des forces mafieuses qui interviennent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on arrive encore, quand l'aide rentre, à pouvoir en bénéficier. Et nous, nos centres de santé ne sont pas dépouillés. On arrive à travailler encore, même si nos équipes sont sous pression. Donc il faut, pour inverser cette tendance, non pas restreindre l'entrée d'aide, ce qui en continue à être fait, non pas privatiser, militariser l'aide, parce que l'objectif, c'est quoi à terme? C'est de créer les conditions pour que les organisations indépendantes, impartiales, comme la mienne, comme d'autres, comme les Nations Unies, soient sorties du paysage pour qu'il n'y ait plus de témoins de ce qui se passe à Gaza. C'est ça la réalité. Vous parlez de militariser l'aide humanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette aide elle répond à des objectifs militaires et politiques? Cette aide, on voit que c'est une variable d'ajustement. Aujourd'hui, elle est utilisée comme une caution morale par les autorités israéliennes pour laisser penser à la communauté internationale que tout est fait pour limiter les risques de famine ou de génocide en cours. Mais on voit depuis 18 mois qu'il y a des pénuries totales. Nos équipes travaillent en tension en permanence avec des ruptures de médicaments, d'antibiotiques, d'antalgiques régulièrement. Les patients ont faim, c'est des taux de malnutrition que je vous évoquais qui sont catastrophiques. Donc on voit qu'il y a une instrumentalisation de la rhétorique humanitaire aujourd'hui par un acteur partie prenante au conflit, et l'État d'Israël, en tout cas le gouvernement de M. Netanyahou, appuyé par les Américains qui mettent en place, on le voit, cette fondation qui n'a rien d'humanitaire, qui en rien est indépendante, et c'est une manière d'apporter une caution morale à ce qui est de fait une guerre coloniale en cours et qui instrumentalise la raison humanitaire pour arriver à ses fins. C'est absolument scandaleux. Alors c'est dans ce contexte qu'un voilier d'aide humanitaire avec à son bord l'eurodéputé de la France Insoumise Rima Hassan, mais aussi la militante écologiste Greta Thunberg, ce voilier a été arraisonné par l'armée israélienne. Plusieurs de ces personnes à bord refusent d'ailleurs d'être expulsées d'Israël. Comment est-ce que vous jugez cette initiative? Est-ce que c'est utile selon vous? Est-ce que ça peut vous aider à faire pression sur Israël ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte de génocide probable, tout est bon à prendre pour essayer de stopper la catastrophe. De surcroît, lorsque la plupart des pays, notamment occidentaux, ne mettent pas tous les moyens pour justement dissuader cette politique d'annihilation. Donc toutes les initiatives sont bonnes. On savait que ce voilier n'arriverait jamais, évidemment, et que même s'il pouvait atteindre les côtes de Gaza, l'aide qu'il apporterait est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. On le savait, ça. Mais ce qui est important, c'est que ça a permis de rajouter une couche supplémentaire en termes de communication sur la situation à Gaza. Donc moi, je ne leur jette pas la pierre. C'est peut-être pour certains de l'humanitaire spectacle. En tout cas, ça permet de rajouter plus d'informations sur une situation déplorable à Gaza. Et d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, parce qu'on n'a peut-être pas assez de temps, mais la situation particulièrement dramatique aussi en Cisjordanie, énormément de déplacés, de plus en plus de difficultés pour les ONG de travailler de manière indépendante, qu'elles soient d'ailleurs des ONG israéliennes ou des ONG internationales. On leur demande de ne pas s'exprimer sur la politique israélienne aujourd'hui. Donc l'espace humanitaire indépendant, y compris dans une démocratie, est de plus en plus malmené et cela n'a rien à voir avec des valeurs de démocratie. D'un mot, où en êtes-vous des dons? Est-ce que vous avez des besoins spécifiques, particuliers à mettre? Aujourd'hui, on continue les collectes et effectivement, tous les dons sont importants pour nous
pour financer nos opérations en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, mais dans le reste du monde. La problématique, c'est qu'on a énormément d'inquiétudes pour la sécurité de nos équipes. On ne sait pas si dans un mois, on pourra encore travailler dans des conditions possibles. On ne sait pas si nos équipes seront en vie. On a énormément de difficultés à faire entrer l'aide. Donc il faut casser ce blocus, inonder le territoire d'aide, demander un cessez-le-feu, mettre des pressions tangibles sur les autorités israéliennes pour qu'elles arrêtent ce massacre. Merci beaucoup Jean-François Corti. Je rappelle que vous venez de publier Géopolitique de l'action humanitaire aux éditions Erol. On va passer à la question qui fâche à présent. Et notre question qui fâche oppose ce soir Christine Pires-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, à Philippe Liotto, député Rassemblement national du Var. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors on va parler des nounous, des aides à domicile, des femmes de ménage, mais aussi des jardiniers ou des profs de guitare. Avec cette question, faut-il raboter, voire supprimer le crédit d'impôt qui est lié au service à la personne? C'est donc le thème de notre question qui fâche ce soir. Et avant d'en débattre, on fait le point sur ce crédit d'impôt avec Baptiste Gargui-Chartier. Le gouvernement Bayrou serait-il en passe de faire le grand ménage dans les niches fiscales? L'idée est avancée par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui ce matin encore propose de réduire le crédit d'impôt pour les services à la personne. La Cour des comptes évalue. Est-ce que, au fond, c'est le bon périmètre? Est-ce que c'est le bon taux de remboursement? Quel est le bon équilibre entre le travail au noir qu'on ne veut pas encourager et le bon usage de l'argent public? Un dispositif qui concerne des services très divers, de la garde d'enfants à l'aide aux personnes âgées, en passant par le jardinage et le bricolage. Dans la ligne de mire de l'exécutif, faire des économies car ce crédit d'impôt limité à 50% des dépenses et à 12 000 € par an a coûté 6,7 milliards d'euros l'année dernière. Deuxième niche fiscale la plus coûteuse pour l'État après le crédit d'impôt recherche, il n'est pour l'heure pas question de la supprimer, mais la ministre des Comptes publics s'est montrée favorable pour un ajustement de cette niche fiscale avec des conditions bien strictes. Je le redis, tout ce qui touche à la garde d'enfants, tout ce qui touche à l'accompagnement des personnes âgées, je ne souhaite pas qu'on y touche. Après, les parlementaires peuvent décider autrement, mais moi, je ne souhaite pas qu'on y touche. La Cour des comptes préconisait d'abaisser le taux de crédit d'impôt à 40% et de réduire le plafond à 3 000 €. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Faut-il réformer cette niche fiscale? Christine Pires-Beaune, il coûte trop cher ce crédit d'impôt, il faut le supprimer totalement? Alors non, il ne faut pas le supprimer totalement parce qu'il a son utilité, et notamment quand il a été créé il y a quelques années. Il était créé aussi notamment pour lutter contre le travail au noir. Certes, c'est une aide aux familles, mais c'est aussi pour lutter contre le travail au noir. Donc il ne faut pas le supprimer. Mais une dépense qui n'est pas plafonnée, c'est-à-dire que le crédit d'impôt, contrairement à, par exemple, la prime Rénov', vous avez une enveloppe quand il n'y a plus d'argent, on ne prend plus de dossier. Le crédit d'impôt, tout à l'heure, il a été annoncé 6,7 milliards en 2024. Savez-vous combien cela a coûté au budget de l'État en 2023, un an avant? 1 milliard de moins. On va aller jusqu'où comme ça? Donc la ministre a raison de vouloir encadrer ce crédit d'impôt. Non pas le supprimer, mais l'encadrer. Pour l'encadrer. On va voir avec vous comment vous voulez l'encadrer. Mais Philippe Liotto, vous êtes plutôt favorable au dispositif. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est quand même un cadeau fait aux riches? C'est pas franchement un cadeau fait aux riches. Vous savez, je peux prendre un exemple très clair. Par exemple, l'aide aux devoirs pour les enfants. C'est pas les plus riches qui ont déjà tous les dispositifs dans certains établissements qui en bénéficient. C'est pas non plus d'ailleurs les. Il faut avoir les moyens de payer un prof particulier quand même. Ou certains établissements. Vous parlez des plus riches. Oui. Qui en bénéficient souvent, c'est les classes moyennes ou la ruralité. C'est pas non plus les quartiers politiques de la ville qui ont tous les dispositifs. Donc vous voyez, ce crédit d'impôt, il est vraiment utile. Ma collègue l'a dit, il a servi aussi à lutter contre le travail dissimulé. Et puis moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est un petit peu le tour de passe-passe qu'est en train de faire l'État dans la préparation du budget, qui nous dit nous allons faire des économies. Nous allons limiter les dépenses. Mais en fait, visiblement, les dépenses auxquelles ils pensent sont les dépenses fiscales. Donc en fait, quand vous baissez une dépense fiscale, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez les impôts. Voilà. Donc c'est un petit tour de passe-passe que le gouvernement est en train de préparer, ce qui m'inquiète beaucoup pour la préparation de ce budget. Christine Pires-Beaune, on a entendu Amélie de Montchalin expliquer qu'elle ne souhaite pas qu'on touche à tout ce qui relève de la garde d'enfants et de l'accompagnement des personnes âgées. Ça vous convient? C'est le périmètre qui vous conviendrait?
Elle a raison, et moi j'y rajoute les personnes handicapées. Donc tout ce qui relève en fait des personnes dépendantes, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la garde d'enfants, on n'y touche pas. On garde ce crédit d'impôt à 50%, ce qui est quand même un taux très important. Donc ça laisse quoi? Contre, je vais répondre à mon collègue quand il dit le soutien scolaire. Est-ce que vous savez, chers collègues, combien le soutien scolaire, le crédit d'impôt au soutien scolaire représente dans le total du crédit d'impôt à la personne? Beaucoup. Il représente, je crois, de l'ordre 1,5 milliard. Pas du tout. 3,2%, c'est les chiffres de mon rapport et c'est les chiffres de la Cour des comptes. 3,2%. Donc, ce n'est rien. 49% de ce crédit d'impôt, de ces 6,7 milliards, 49%, donc presque la moitié, va au ménage et à l'entretien ménager. Donc, à mon avis, il y a des choses à faire, oui. Donc, pour vous, il n'y a pas de borne. On ne peut pas prendre 1 milliard tous les ans. On va aller où comme ça? C'est quand même un besoin. J'allais dire, quand vous avez une personne à domicile, des personnes âgées à domicile qui... Celui-là, on n'y touche pas. Ah oui, mais elles prennent du ménage aussi, elles prennent des prestations de ménage. Mais on n'y touche pas. On touche pas. Alors, parce que vous parlez d'un coût. Alors, il faut distinguer aussi le coût brut et le coût net. Parce que, certes, en effet, c'est un coût pour le budget de l'État. Mais en face de ça, vous avez des cotisations sociales. Vous avez des gens qui ne sont pas au chômage. Toutes les personnes qui n'étaient pas déclarées le sont et donc cotisent. Vous avez des gens qui ne sont pas au chômage. Vous avez des gens qui sont accompagnés au quotidien chez elles, donc qui restent à domicile plutôt que d'aller en établissement. Donc vous avez des économies directes et indirectes. Donc si vous voulez, il y a un coût brut, mais il y a un coût net qui est bien inférieur à ce coût brut. Et derrière ça, il y a une profession, il y a plus d'1 million d'emplois, il y a des besoins en effet qui vont croissant du fait du vieillissement de la population, et il y a une attractivité à renforcer de ces métiers. Donc c'est pas aujourd'hui en réduisant le crédit d'impôt ou alors en complexifiant. On a la chance pour une fois en France, ça n'arrive pas souvent, d'avoir un système globalement simple. 26 trucs, 50%, un plafond à 12 000. Vous avez quand même des plafonds inférieurs. Par exemple, le jardinage, je crois, c'est 5 000, l'informatique, c'est 3 000, donc vous avez des plafonds inférieurs, mais le taux est simple. Et sous condition de revenu, par exemple, ça, c'est pas un critère pour vous on va complexifier. Donc ce qu'on va gagner, le peu qu'on va gagner en complexifiant le dispositif, on va le perdre en gestion et en complications après, comme on sait faire d'ailleurs très très bien généralement, donc c'est peut-être pas la tendance à prendre. Est-ce que l'un ou l'autre, c'est dans quelle mesure ça a vraiment réduit le travail au noir, ce crédit d'impôt? Est-ce que ça a été chiffré, évalué? Indéniablement, ça l'a réduit. Et je crois qu'il y a des études de la Cour des comptes là-dessus. Mais ce que dit la Cour des comptes, c'est justement, elle dit la même chose, c'est-à-dire qu'elle dit il faut l'encadrer, il ne faut pas toucher à certaines activités, mais sur les autres, il faut y toucher. Je rajoute un point, c'est que quand le crédit d'impôt service à la personne a été créé, vous aviez des cotisations patronales élevées, y compris sur les petits salaires, sur les salaires au SMIC, voire juste au-dessus. Quand on a fait les allègements de charges patronales, on a oublié de toucher au crédit d'impôt. Et donc, ça a été fromage et dessert, si j'ose dire. Et que donc là, la France vit au-dessus de ses moyens. Voilà, la France vit au-dessus des moyens. Donc, moi, je dis que toute ligne budgétaire, aujourd'hui, il faut la regarder. Si on prend, encore une fois, les 50% du CISAP, qui concerne le crédit d'impôt, service emploi à la personne. Si vous prenez 50% de cet impôt-là, c'est-à-dire en 2023, vous aviez 2,6 milliards qui allaient uniquement à une activité sur les 26, c'était l'entretien de la maison et des travaux ménagers. Voilà. Sur ces 2,6 milliards, il y a 2 milliards qui étaient versés au 9e et 10e décile de la population. Moi, je dis que ces personnes-là, elles ne vont pas renoncer. Ça veut dire les 20% les plus aisés? Voilà, ça veut dire surtout que ces personnes-là, elles ne vont pas renoncer à leur femme de ménage parce qu'on va baisser le crédit d'impôt alors qu'il n'y a plus de cotisation patronale. Ces personnes-là ne vont peut-être pas renoncer à leur femme de ménage, comme vous dites, mais elles vont peut-être les mettre au black, les mettre au noir. Je n'y crois pas. Et là, tout simplement parce que, c'est la question des accidents du travail, des retraites de ces personnes-là. Je n'y crois pas parce que quand vous avez toujours un crédit d'impôt, c'est toujours une incitation. Un crédit d'impôt, c'est une incitation. Quand en plus vous avez des allègements de charges sur ces personnels, puisqu'aujourd'hui il y a 0 cotisation patronale, je pense que ces deux dispositifs sont très incitatifs pour déclarer la personne. Et c'est tant mieux. Si vous y rajoutez le contrôle, parce qu'il y a des contrôles, et là aussi, il en faut, je pense que ce risque-là, et encore une fois, doit être écarté. Philippe Lothiau, je pense que sur l'emploi, la Cour des comptes, il chiffrait 70 000 emplois, disait d'ailleurs que c'était peu finalement par rapport au dispositif. Il y en a sans doute plus, et il y en a sans doute... 70 000, vous voulez dire, qui étaient au noir et qui sont aujourd'hui déclarés? Créés.
Créer. À créer, d'accord. Oui. Alors, il faut voir un petit peu ce qui revient derrière. Mais je vous dis, quel est le coût net du dispositif et quelle est l'économie qu'on pourrait faire? Quand la Cour des comptes, dans son rapport de 2024, dit par exemple, oui, on va baisser certaines choses, mais on va récompenser en prestations sociales, finalement, l'économie nette dans les 2 scénarios que dresse la Cour des comptes dans son rapport n'est pas si énorme que ça. Hein, vous tournez à moins d'1 milliard, autour d'1 milliard d'euros. Moi, je rappellerai que des sources d'économie, il y en a beaucoup. La transformation de l'aide médicale d'État en aide d'urgence, par exemple, vous avez gagné les 800 millions d'euros sans toucher au crédit d'impôt, sans toucher aux 1 200 000 salariés, sans toucher aux 5 millions de ménages qui en bénéficient et sans complexifier un dispositif qui, pour le coup, pour une fois, est compréhensible pour tout le monde. Dans votre vision des choses, Christine Pires-Beaune, vous dégagez combien de milliards ou de centaines de millions d'euros en réformant ce crédit d'impôt, c'est-à-dire en ne touchant pas ni à la garde d'enfants, ni... Ça dépend, mais pour le coup, toutes les hypothèses... La ministre parlait de toucher au plafond. Moi, je touche pas au plafond des 12 000 euros, parce que bien souvent, ces personnes qui utilisent la femme de ménage, elles ont aussi le jardinier et elles bénéficient d'autres crédits d'impôt. Donc, par contre, prenons juste le crédit d'impôt entretien de la maison. Vous avez, encore une fois, si vous le divisez par 2, vous avez un crédit d'impôt à 25%, vous gagnez tout de suite 1,3 milliard. Enfin, moi, je rappelle que ce dispositif-là, je l'étudie tous les ans dans le cadre de la mission budgétaire. Vous aviez même demandé un rendez-vous à Amélie de Montchalin. Est-ce que vous l'avez obtenu pour échanger avec elle? Je l'ai obtenu pas plus tard que tout à l'heure, parce que je l'ai croisée dans les couloirs. Et donc, vous allez pouvoir en discuter avec elle. Elle m'a dit qu'elle était à disposition. Encore une fois, je pense qu'il faut faire attention à l'argent public. Merci beaucoup. Totalement d'accord. À tous les deux d'être venus débattre sur le plateau de Ça vous regarde. C'est la fin de cette émission et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bonne soirée et à demain.